Davantage votre parenthèse ouverte sur le paradoxe RDC-Rwanda en termes de superficie, c'est le jour et la nuit. La RDC s'est fait environ 2 345 000 km², alors que le Rwanda c'est 2 fois plus petit que le Togo, 26 338 km². En termes de population, 14 millions pour le Rwanda et plus de 100 millions pour la RDC. Alors, pourquoi la RDC n'arrive pas à contenir l'assaut rwandais? N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. Maître Eric Emmanuel, sur ça, c'est pathétique. Docteur Koué nous dit que la RDC est un pays qui n'appartient pas à ses habitants. C'est tragique. Oui, alors le long développement très pédagogique que vient de proposer le docteur Kada et disons la façon dont il nous met en surplomb par l'historicité de pouvoir étudier aujourd'hui à œil nu les réalités du moment me paraît intéressant. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est surtout l'asymétrie entre l'État agresseur et l'État agressé, enfin le pays agressé. C'est à se demander comment est-ce possible? C'est-à-dire que, bon, mythologiquement, on connaît l'affaire de David et Goliath. Mais ici... De la fourmi et de l'éléphant. Ou de la fourmi et de l'éléphant, effectivement. Oui, c'est pour ça que je dis mythologiquement, et puis dans la fabuleologie aussi. Mais on se demande comment se fait-il que cette RDC, enfin ce pays magnifique, immense, qui normalement devrait être le géant africain par excellence, est aussi faible, tellement faible qu'il suffit qu'il y ait quelques milliers. On parlait tout à l'heure de 11 000 éléments de l'armée rwandaise pour que la RDC soit en capilotade, pour qu'on ne retrouve plus aucun geste militaire de la part de l'armée congolaise. Alors que quand M. Tshisekedi est venu au pouvoir, la première des mesures qu'il a prises, c'était que l'état-major allait se déplacer dans le Kivu. Et on a installé l'état-major dans le Kivu, ça n'a pas suffi. On a une armée qui est composée de généraux éminents, mais qui ne sont généraux que d'opérette, et qui ne savent pas faire la guerre. Ils savent faire des affaires et pas la guerre. C'est cette situation grotesque qui a permis aujourd'hui à ce que nous soyons obligés de parler d'une guerre qui est finalement téléguidée par des puissances extérieures. Attendez, on est en Afrique aujourd'hui, en 2025, et on est toujours en train de vivre finalement les résultats de Berlin 1884-1885. Et on n'en sort pas parce que nous sommes finalement enfermés dans les logiques de Berlin pour qu'un pays, le Rwanda, appelons-le un petit pays, sans ironie, c'est juste en regard de sa géographie, se trouve finalement être une superpuissance en face de son voisin congolais qui a tous les moyens, aussi bien militaires, normalement, il aurait dû les avoir pour arrêter cette guerre sans même avoir à combattre contre le voisin. Parce que comme disent, regardez aujourd'hui, dans quelle autre région ou quelles sont les situations dans lesquelles nous avons deux pays frontaliers africains qui s'affrontent? L'Éthiopie et l'Érythrée, c'est fini, on a définitivement fermé cette page. Après ça, quel autre pays vous avez qui s'affronte en Afrique? Aucun. C'est à se demander pourquoi nous avons des armées, même. Parce que, en fait, je ne pense pas que l'armée burkinabé est une armée qui se fait des forces pour combattre l'armée malienne. Je ne pense pas que ce soit pour ça que ces armées ont été créées. Et pourtant, c'est à se demander pourquoi nous avons même des armées si, dans un pays comme la RDC, l'armée est incapable de protéger le territoire et les populations. Mais le nombre de morts dans le Kivu, si on compte depuis le nombre d'années, parce que c'est une guerre qui a plus d'une trentaine d'années, souvenez-vous, en 1996, c'était déjà les Banyamulenge qui étaient à l'origine de la débâcle du régime de Mobutu. C'est par là que ça a commencé, parce qu'il s'agissait, on nous a parlé de Congolais rwandophones. Il faut savoir que ces gens sont des Tutsis. Les populations Tutsis du Kivu sont les mêmes
que ceux que l'on trouve de l'autre côté du lac Kivu. C'est les mêmes que l'on trouve à Kigali et à Bujumbura. C'est les mêmes. Alors on nous dit que ce sont des Rwandais qui sont en train de faire la guerre. Non, ce ne sont pas des Rwandais. Ce sont des Congolais. Tutsis, certes, mais ce sont des Congolais. Alors pourquoi est-ce que en Afrique aujourd'hui, on est encore en train de créer des situations ou enfin de subir, si l'on veut, parce que le biais que l'émission a pris, j'y adhère totalement, puisqu'il s'agit d'un parti prééditorialiste. Oui, c'est une guerre dictée par l'impérialisme colonial. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à l'œuvre derrière, vous l'avez dit tout à l'heure, sont des pays invisibles sur la carte. On ne les voit pas, on ne voit pas leur main, mais en fait, le grand tort de ce pays est d'avoir été enrichi par la nature. Dieu l'a créé hyper riche. Et pourtant, les Congolais sont parmi les pays d'Afrique qui ont le taux de développement humain le plus faible. Et à côté d'eux, le Rwanda, c'est un géant. En termes d'indice de développement humain, précisément, après avoir subi un génocide il y a 30 ans. Alors, c'est à se demander. Vous savez, Jeffrey Sachs parlait du Congo en disant pourquoi ne peuvent-ils pas gouverner correctement leur pays. La question, attendez, je vais finir là-dessus, parce que on a beau accuser tout le monde. Je pense que le premier accusé devrait être quand même les gouvernements congolais qui se sont succédés depuis Mobutu. Ils ont tous fait le jeu de quelqu'un qui était derrière et qui avait un agenda contre leur population. Ils l'ont tous fait. C'est quand même assez grave. Donc, quand on arrive à ce niveau d'irresponsabilité politique, on a beau jeu de venir crier que ce sont les autres qui nous en veulent parce que vous avez été incapables et indignes de gouverner un pays qui ne demandait que à trouver des sauveurs. Des sauveurs, je veux dire, pas mythologiques, des gens simplement patriotes. Sauveurs patriotes, pas mythologiques. Mais on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. Il y a des généraux qui sont corrompus jusqu'à la moelle, qui sabotent eux-mêmes les plans stratégiques de leur armée. Comment on peut fabriquer des citoyens comme ça? Je veux dire, cette déficience de patriotisme est quand même quelque chose qu'il faut questionner. Avant de faire revenir les accusés à la base, je sais que ça vous intéresse en tant qu'avocat. Je voudrais creuser davantage votre parenthèse ouverte sur le paradoxe RDC-Rwanda en termes de superficie. C'est le jour et la nuit. La RDC s'est fait environ 2 345 000 km², alors que le Rwanda, c'est 2 fois plus petit que le Togo, 26 338 km². En termes de population, 14 millions pour le Rwanda et plus de 100 millions pour la RDC. Alors, pourquoi la RDC n'arrive pas à contenir l'assaut rwandais? Non, il ne s'agit pas ici de faire une comparaison de la superficie, encore moins de la population. Parce que, vous savez, en géopolitique, lorsque vous parlez de la population, on prend en considération le potentiel défensif et offensif de la population. Vous pouvez être 1 milliard et être faible. Vous pouvez être 100 000 et être des patriotes que personne ne peut manipuler de l'étranger. La défense du peuple se fait par une armée. Et en termes de ratio, la RDC présente, on peut dire, disons 2,5 militaires sur 1000 habitants. Non, 2 militaires sur 1000 habitants. Le Rwanda en présente 2,5 sur 1000 habitants. Donc, si vous considérez les ratios, vous voyez bien que le Rwanda est plus doté que la RDC. Maintenant, ce sont jusqu'ici, la RDC a voulu faire la guerre avec l'armée régulière. Récemment, Tshisekedi a fait venir des mercenaires. Les Roumains notamment. Il y a des Roumains, il y a d'autres nationalités qui n'ont pas encore émergé, qui sont là parce que ils n'arrivent pas à organiser une armée patriotique. Lui-même, le président Tshisekedi, il n'a pas été bien élu. Parce que on aurait dit que ce serait Martin Fayoulou qui aurait gagné les élections. Maintenant, quand vous avez la population, les partis politiques qui sont un peu contre vous, la diaspora qui est un peu amorphe, et les critiques des populations qui sont contre vous, tout le temps, vous parlez beaucoup, mais vous n'agissez pas. Et surtout, vous comptez sur les mêmes partenaires qui financent le Rwanda.
Et le président Tshisekedi, malheureusement, il compte sur l'Occident pour arrêter le Rwanda qui a été formé. Vous savez, le Rwanda est un projet occidental. Le Rwanda d'aujourd'hui de Kagame n'est pas un pays africain ordinaire. Il joue le rôle géopolitique que joue Israël au Moyen-Orient. Donc, vous avez un État qui reçoit plus de 80 millions d'euros de dollars d'aide militaire, où l'armée est formée régulièrement par l'OTAN. Et l'armée rwandaise ne manque d'aucun moyen d'attaque, que ce soit dans l'air, au niveau naval, la navigation sur les cours d'eau et au niveau terrestre, c'est-à-dire au niveau des fantassins. Avec tous les renseignements nécessaires. Bien sûr, ils ont fait des combats, parce que les combats ont commencé depuis le 14. Ils ont fait des combats de rue à Goma, pas avec des usines, parce que c'est les usines qu'on emploie pour les combats de rue, les automatiques. Ils ont des armes que personne n'a jamais vues dans la sous-région, dans les Grands Lacs. Mais on se demande d'où tirent-ils ces armements. En plus, le Rwanda a été, en fait, Paul Kagame, qu'on appelle l'Ougandais. Il a été formé en Ouganda. C'est les Tutsis de l'Ouganda. Et ils sont venus avec le FPR pour remplacer le gouvernement Hutu du Rwanda. C'est lui-même personnellement, si vous prenez les travaux de Patrick Mbeko ou encore de Charles Onana, c'est lui qui a tiré la roquette sur l'avion qui a déclenché la mort de 3 chefs d'État de la sous-région. Dans Jovenel Habyarimana. En effet. Et donc, de 2 chefs d'État dans la sous-région. Et donc, vous avez quelqu'un qui a été formé depuis pour un projet. Quand il était venu ici au Bénin, puisque vous savez qu'il y a une partie de l'armée béninoise qui est formée par le Rwanda. Il est venu, il a dit qu'en réalité, le Rwanda a une partie de son territoire dans le Congo. Un territoire légitime que le Rwanda finira par reprendre. Et au-delà de ça, vous savez, il fait le jeu, il veut faire le jeu de Mobutu. Il veut être le grand partenaire. Prenez par exemple l'accord qui a été signé entre l'Union européenne et le Rwanda en février dernier. Mais par cet accord, on voit que le Rwanda est un exportateur du coltan vers l'Union européenne et d'autres minerais stratégiques, alors que le Rwanda ne possède pas ces minerais sur son sol. Alors, vous avez un pays qui est un projet de l'impérialisme occidental. Mais je vais vous dire pourquoi. Je retourne toujours à Berlin. Vous savez, les Africains, en général, devraient faire attention au monde dans lequel on vit. Les Africains pensent que le monde est beau, est joli, et surtout, certains pays qui sont considérés industrialisés, ils cherchent le bien du monde. Ils sont des universalistes, ils cherchent le bien du monde entier, et ils cherchent surtout leur bien. Mais les Africains se trompent, parce que le Concordat de Berlin a été cité encore en 1938. Et lorsque Albert Einstein, qui était un espion américain en Allemagne, et qui conseillait le gouvernement américain, Einstein disait aux États-Unis de tout faire pour que le Congo ne jouisse jamais des richesses qui se trouvent dans son sol. Et plus tard, en pleine guerre froide, il y a eu un groupe d'experts qui a conseillé à la communauté économique européenne de ne jamais manquer de braquer son phare sur la région des Grands Lacs. Alors, pour agir sur la région des Grands Lacs, il faut avoir un État pion, à partir duquel on déploie son potentiel géopolitique. Cet État pion, c'est le Rwanda. Et donc, vous comprenez pourquoi il n'y a pas d'asymétrie. Le Rwanda est la pointe d'un système qui est plus grand que le Rwanda, qui est plus grand que la RDC. Et si les Congolais pensent pouvoir combattre le Rwanda à travers les armes classiques, ils se trompent. Aujourd'hui, nous avons été en Chine, il y avait M. Mwamba, qui est le conseiller direct du chef de l'État, de M. Tshisekedi, et qui dirige la cellule stratégique au sein de la présidence. Il a eu à dire certaines choses. Mais lorsque les think tanks du Sud global ont été mis en place, il n'y a pas eu la RDC. La RDC n'était pas dedans, c'était le Nigeria qui représentait l'Afrique. Et le Sud global est une opportunité que la RDC pourrait exploiter aujourd'hui. Mais la RDC de Tshisekedi, vous savez, Kabila père, il a été envoyé à la présidence ici par les Américains, à travers le Rwanda. Lorsqu'il a compris le jeu du FMI, il a commencé par dire aux Congolais, vous devez vous prendre en charge.
Parce que ce qui se passe, c'est un lourd complot ourdi contre vous. C'est un complot qui ne va pas s'arrêter maintenant. Prenez-vous en charge. Aujourd'hui, il a été assassiné. On met un autre qui n'est pas son fils, mais qui est rwandais direct. Donc, en fait, le Rwanda plaçait depuis longtemps des hommes au pouvoir en RDC. Mais ce n'est pas le petit Rwanda, c'est l'OTAN qui le faisait. Parce que le territoire leur appartenait. Souvenez-vous, en 1964, lorsque Mobutu devenait le chef militaire et qu'il cherchait à unifier le pays, vous avez très bien vu qu'il y a eu des capitaines, des colonels et des généraux provenant de la Belgique, de la France, d'autres pays d'Europe, qui exigeaient et qui revendiquaient la prise ou la division des provinces. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était une fissure dans le Concordat de Berlin. En fait, les monarchies européennes qui sont dans le Concordat de Berlin et qui gouvernent la RDC avaient voulu chacune prendre une partie du pays pour en faire un pays souverain. Ils sont toujours, en fait, la RDC n'appartient pas à ces gens, aux Congolais. C'est les monarchies européennes qui ont taillé ce territoire et qui, à travers le Rwanda maintenant, mettent des chefs d'État au Congo régulièrement. Ils l'ont fait avec Kabila Paix, ils ont réussi. Quand vous quittez le Rwanda, vous traversez le Kivu, vous traversez toute la RDC pour arriver vers la côte ouest, le côté ouest où se trouve Kinshasa. Mais si personne ne vous arrête, ce sont de grands territoires que vous traversez. Et on l'a fait avec Goma déjà en 2012. Puisque le M23 avait occupé une partie de Goma en 2012, avant d'être démantelé après le processus de Nairobi. Et voyez bien, si ceci est possible, c'est parce que le Rwanda, ce n'est pas le petit Rwanda que vous voyez. Je n'accepte pas l'idée que, je n'arrive pas à accepter l'idée on parle du petit Rwanda devant la grande RDC. Non, ce n'est pas le petit Rwanda. C'est l'impérialisme, comme vous l'appelez, colonial, qui instrumentalise comme base le Rwanda afin de prendre le contrôle et de gérer les ressources. Vous faites d'ailleurs une très belle comparaison avec l'Israël au Moyen-Orient. Absolument. Mais tout ça, mais je suis désolé, mais le droit, qu'est-ce que le droit devient dans tout ça? Le droit international, le bon sens. Alors, à chaque fois qu'on parle de droit international, je dis aujourd'hui, ça me rappelle toujours ce dialogue entre deux personnages de Dr Zivago de Pasternak, où l'un disait « Mais non, vous n'avez pas le droit ». Et l'autre lui répond « Mais non, mais j'en ai le pouvoir ». C'est une question de pouvoir et très peu de droit, parce que le droit international, ça fait longtemps qu'il a été complètement mis de côté. On le voit d'ailleurs dans l'affaire ukrainienne. Bon, il n'y a plus de droit international du tout. On le voit aujourd'hui à Gaza, entre Israël et la Palestine, il n'y a plus de droit international nulle part. Donc, compter sur le droit international qui a été complètement créé par les mêmes puissances pour asseoir leur domination, c'est encore tomber dans un piège où on sortira encore plus affaibli et plus malade. Non, la question ne va pas se régler au niveau du droit international. La question va se régler, à mon avis, de façon politique. Mais ce qui me navre, c'est qu'on est en train de regarder, en spectateur, l'Occident développer sur notre territoire sa carte, dicter ses lois, sur des pays dits souverains et indépendants depuis maintenant 60 ans, et on dit, ben oui, mais vous vous rendez compte, le petit Rwanda, il est survitaminé par l'OTAN, etc., et c'est pour ça qu'il est si fort. Et du coup, ben, on ne peut rien parce que le Rwanda, vous savez, ceux qui sont derrière sont des gens hyper puissants, et ils vont en faire une hyperpuissance à l'intérieur d'une zone d'Afrique, oui, où finalement il aura un pouvoir dominant sur tous les autres. Vous allez voir bientôt la Tanzanie et l'Ouganda et peut-être même le Kenya vont avoir à subir les assauts du Rwanda qui a des velléités expansionnistes. On va toujours rester là et dire, mais non, vous voyez, c'est parce que c'est les Américains. Et ils ont des appareils de brouillage qui ont mis à néant toute possibilité pour l'armée congolaise de venir à Goma, dans le sud, pour défendre les populations. Toutes les voies d'accès de Goma ont été neutralisées, bloquées, sont entre les mains de l'armée rwandaise. Et on me dit, vous savez, c'est une superpuissance, on ne peut rien faire. Non, c'est pour tout cela que je dis, attendez, on a mis quoi? On a la MONUSCO qui est là, la SADC qui est là, mais ils n'y arrivent pas. Et finalement,
On est en train de nous dire que c'est uniquement à travers le processus de Luanda qu'on va arriver à trouver une solution. Processus de Luanda qui a longtemps été conchié par M. Kagame. En fait, pour lui, c'est une perte de temps. C'est la raison pour laquelle il fait diversion en appelant à aller choisir une solution avec la Turquie. Nous autres Africains, on va encore aujourd'hui, en 2025, recourir à des solutions externes à l'Afrique. On ne peut plus accepter cela. Maintenant, que fait l'OUA ? Enfin, l'UA, pardon, je dis l'OUA parce que bon, enfin, la chose est tellement vidée de sens qu'on peut lui donner tous les noms et toutes les étiquettes qu'on veut, ça ne sert à rien. Sur le territoire africain, il y a 2 pays qui s'affrontent et l'UA n'a aucune solution. La SADC n'en a pas trouvé. Les pays d'Afrique centrale n'ont pas trouvé non plus de solution. Alors, c'est pour moi la chose la plus tragique. C'est pas que les autres complotent contre nous. C'est pas que les autres veuillent à chaque fois asseoir un peu plus leur domination pour s'accaparer les matières premières. Mais on a les matières premières, bon, mais d'accord, on les a. Maintenant, au moins, protégeons, à défaut des matières premières, nos populations. On n'y arrive pas non plus, parce que les autres sont très forts. Et on est tout le temps dans ce débat-là. Non, il faut à un moment donné qu'on commence à se dire que l'Afrique du 21e siècle ne peut plus ressembler à l'Afrique du 19e. Ce n'est plus possible. Du 19e à compter de Berlin, si vous voulez. Mais l'Afrique du 20e siècle a été, c'est vrai, c'est cette chose. Parce que finalement, l'Afrique ne comptait que parce qu'elle avait des matières premières. Aujourd'hui, les Africains ont compris qu'au-delà des matières premières, ils ont des ressources humaines. Et je le dis tout le temps, en faisant des comparaisons qu'on est obligé de prendre en considération. Prenez un pays comme la Suisse, zéro matière première. Mais il n'y a que des Suisses. C'est-à-dire, finalement, la matière grise a fini par produire du développement dans des proportions inimaginables. Prenez la Corée, pareil, ils ne sont pas en train de parler de leurs ressources naturelles, ils sont en train de parler de leurs ressources humaines, de la matière grise. Aujourd'hui, c'est un pays qui a une puissance numérique. Mais pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de nous raccornir, de nous recoquiller sur les ressources naturelles que nous avons et que les autres veulent prendre? On ne sait même pas nous défendre, nous. C'est les populations qui doivent protéger d'abord les ressources qu'elles ont. Mais on ne protège pas les populations, on parle de protéger les ressources. Voilà pourquoi nous avons des terroristes au nord Mali, au Burkina Faso, etc. Toujours des problèmes de ressources naturelles. Il faudrait qu'on arrive à changer le paradigme, qu'on pense l'Afrique autrement que par les ressources naturelles. Nous ne sommes pas qu'une géologie, nous sommes des millions de gens, 1,2 milliard de gens qui ont un avenir à défendre. Mais notre avenir ne peut pas se trouver dans l'immigration complètement déshumanisée en Europe ou en Amérique. Ils ne veulent plus de nous. Mais restons chez nous, mais au moins mettons les conditions pour être bien chez nous. Disons, écoutez, on ne va plus, si le jour, l'Afrique va se libérer le jour où les Africains vont dire, on ne va plus vous donner aucun produit. On va d'abord s'occuper de nous, on va trouver les moyens de notre avancée technologique et à partir de ce moment-là, on va se développer. On va faire aussi des voitures électriques. On en parle, on en fait, on en fabrique, mais les Africains n'y croient pas. C'est ça le problème. Ils croient toujours aux solutions qui sont à envoyer de quelque part. Mais les solutions africaines endogènes, les Africains n'y croient pas. C'est la raison pour laquelle ce genre d'aberration arrive. Et on vient vous dire, non, c'est une guerre téléguidée pour l'intérêt de l'OTAN. Mais c'est vraiment à se baffer, quoi, quand vous voyez ce genre de choses. Mais bon, Maître Sosa ne réussira pas à me décourager sur les ressources minières parce que ma prochaine question, justement, va concerner ce volet. On dit la RDC, pays extrêmement riche. Je voudrais que docteur Ekwe nous éclaire davantage. Parce que, apparemment, il n'y a pas que les ressources minières. Nous avons des richesses géostratégiques et même spirituelles, la RDC. Vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.